Dakar, on n'aime pas du tout, un peu, rarement beaucoup et encore moins à la folie. D'ailleurs, pour qui veut comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, un petit séjour dans la capitale sénégalaise s'avère nécessaire. Il s'y passe souvent quelque chose. C'est à Dakar que se concentrent toutes les compétences du Sénégal. Économistes, financiers, journalistes, artistes, tous convergent vers la capitale, au détriment des régions, pour profiter du dynamisme de celle qui s'autoproclame premier centre d'affaires d'Afrique de l'Ouest. Dakar change, évolue très vite. Le paysage urbain de la capitale sénégalaise ne cesse de se transformer. La presqu'île du Cap-Vert, véritable chantier dans son ensemble, est devenue une excroissance urbaine difforme, inorganisée et asphyxiée par le manque d'espace et la pollution. En prenant l'avenue Léopold Sédar Senghor, vous passerez devant la présidence de la République. Ce palais, construit en 1907 pour le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, surnommé la Maison Blanche, se dresse au milieu d'un parc magnifique face à l'océan. On va pas afficher le bras. Tu veux faire la photo au retour peut-être. Ouais. Je ne veux pas stationner devant, tu n'as pas le droit. Ça c'est le building administratif. Le cadre principal de Dakar. Voilà, la semaine c'est quasi impossible à faire. Ah oui, évidemment. Ce qu'on va faire en 20 minutes, en semaine c'est quasi... Il faut 2 heures. Ouais, puis désagréable à faire quoi, tu vois. Il n'y a pas de... Par l'avenue Nelson Mandela, vous arrivez place Soweto. S'y trouve l'Assemblée nationale, ancien building construit en 1954 pour abriter le Grand Conseil de l'Afrique de l'Ouest française et le musée de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Ça ressemble à une mosquée. Ouais. On va arriver à la corniche. C'est tout quand on allonge, on arrive à l'aéroport. Une promenade le long de la côte ouest de la presqu'île du Cap-Vert vous fait découvrir le Grand Dakar. Vous traversez les quartiers chics où se trouvent les ambassades et des résidences luxueuses. Elle vous mène ensuite vers les plages des Almadies et de Ngor où se sont installés de nombreux restaurants. La porte du 3e millénaire fut inaugurée en 2001 par le président Ouadé en compagnie du roi du Maroc Mohamed VI. La porte du 3e millénaire s'ouvre avec grâce sur l'océan ensoleillé et se compose de 3 arches symbolisant la connaissance, l'industrialisation et la communication.
De la pointe de Fan, on a une vue vers le parc national des îles de la Madeleine, créé en 1976. La grande mosquée de style marocain a été construite en 1964. Le port a vu le jour en 1862 et dès 1866, les paquebots des messageries impériales y accostent. Il a permis à Dakar de se développer et de devenir la première ville du pays. Escale obligée sur la route du Cap, Dakar constitue la porte océane de l'Afrique noire. Son port demeure l'un des mieux équipés de la côte ouest africaine, avec une rade profonde, sûre et facile d'accès, ainsi que des installations modernes. À 20 minutes en chaloupe du port de Dakar, Gorée fascine et enchante. Cette petite île de 27 hectares, à 3 km à l'est de la pointe de Dakar, présente deux parties distinctes. D'un côté le Castel, sur une colline basaltique, de l'autre la partie basse sur laquelle est construite la ville.
Avec ses maisons aux couleurs tendres d'où s'échappent des volées de bougainvillées, Gorée fleure bon le midi, comme un vieux village provençal au cœur duquel pousseraient baobabs et palmiers. Portugaise jusqu'à la fin du XVe siècle, l'île de Gorée fut occupée alors par les Hollandais qui lui donnèrent son nom, Gouderede, Bonnerade, d'après son mouillage sûr. Puis Gorée devint portugaise une nouvelle fois, puis anglaise, et passa de main en main jusqu'à ce que les Français lui mettent le grappin dessus une bonne fois pour toutes en 1677. Au XVIIe siècle, l'île fut occupée par des militaires peu regardants, pirates sur les bords. Au siècle d'après, apparurent les commerçants venus du continent et les signiards qui épousèrent à la mode du pays des négociants déjà mariés. Après un court passage dans les mains des Anglais, l'île revint à la France en 1785 sous le commandement du chevalier de Boufflers. Celui-ci aurait, dit-on, par amour pour la comtesse de Sabran, porté Gorée vers la prospérité en la faisant devenir le siège du gouvernement français au Sénégal. Le XVIIIe siècle vit une Gorée joyeuse, pleine de bals et fanaux. Un siècle et puis s'en va, un point c'est tout, car Dakar prit le relais, ne laissant à Gorée qu'un rôle d'appoint. L'ancien palais du gouverneur, achevé en 1864, était l'hôtel des anciens commandants supérieurs de Gorée. La rue des Donjons doit son nom au mot anglais qui signifie cachot. Au bout de la rue, vous verrez alors, donnant sur la mer, une maison avec ses deux tours et les vestiges du premier hôpital de l'île, édifié au XVIIIe siècle par la mère Javoué. On passe devant la petite mosquée, édifiée en 1892, au pied des orgues basaltiques qui soutiennent le plateau du Castel. C'est l'un des plus anciens édifices religieux musulmans en pierre construits au Sénégal. Le Castel s'élève à l'emplacement de l'ancien fort d'Orange, érigé au XVIIe siècle par les Hollandais. Différents forts ont été successivement bâtis sur ce promontoire haut de 31 mètres. Un triste et moderne mémorial en béton est là pour rappeler une fois de plus l'esclavage.
Si vous aimez l'art, vous trouverez sur le Castel des ateliers d'artistes aux œuvres avant-gardistes logés dans d'anciens bunkers et des forteresses souterraines. Des sculptures réalisées à partir d'objets de récupération se dressent en plein air face au vent marin. L'église Saint-Charles-Borromée, achevée en 1829, dépend de l'ordre de Malte. À l'intérieur, un escalier en colimaçon en fer forgé a été fondu dans les ateliers de la marine française. À côté de la maison des esclaves, le musée de la femme est installé dans une des plus belles et des plus typiques maisons de l'île, celle de Victoria Albis, une riche signare. Ce musée restitue la vie quotidienne de la femme au Sénégal et accueille également des ateliers où les femmes de l'île se retrouvent pour se former et travailler ensemble.
Construite en 1776 ou 1786, la maison des esclaves était celle de Nicolas Pépin, frère de la signare Anne Pépin, femme à la mode du pays du chevalier de Boufflers. Cette demeure a été restaurée en 1990 avec l'aide de l'UNESCO et de la Fondation France Liberté. Sans lui retirer sa valeur de symbole d'un drame de l'humanité, la maison des esclaves était une des maisons commerciales de l'île où l'on achetait la gomme arabique, l'ivoire et l'or, avec à l'étage, auquel on accède ici par un double escalier, les appartements et les bureaux, et, au rez-de-chaussée, les réserves et les locaux des employés de maison. Comme toutes ces maisons commerciales, elle a parfois abrité des esclaves en transit, mais elle ne fut jamais l'esclaverie que l'on se plaît à décrire avec force détail. Il faut laisser à son conservateur le soin de vous rappeler ces heures sombres, tout en sachant que ce n'est pas à Gorée que les esclaves étaient entassés et que la porte donnant sur la mer ne servait pas à embarquer sur des navires qui se seraient brisés sur les rochers.
L'Université des Mutants a été fondée par Léopold Sédar Senghor et l'écrivain communiste Roger Garaudy pour esquisser l'évolution que devrait suivre l'humanité en mutation pour assurer à tous les hommes le bien-être et la paix. Des colloques s'y tiennent chaque année. Construit entre 1852 et 1856, le fort d'Estrées n'a joué un rôle actif qu'en 1940, lors de la tentative de débarquement des troupes anglaises et gaullistes reçues à coups de canon, qui, sur la terrasse, surveillent toujours la côte. L'Institut de Gorée est un lieu de réflexion et d'action fondé en 1992. Il participe au développement de l'île en organisant avec les associations des formations, des séances d'alphabétisation et en fournissant des équipements informatiques aux écoles. L'école William Ponty forma les cadres et les enseignants africains avant d'être transférés dans la région de Thiès. Plusieurs présidents africains, dont Léopold Sédar Senghor, y firent leurs études.
Gorée est très à la mode pour la jet set. Pas étonnant que le prix auquel se vend le moindre mur de maison délabré ait explosé. Alors, comme les Tropéziens d'avant Bardot, vous pourriez pleurer sur le passé révolu. Pourtant, ce mouvement a plutôt profité à Lille dont les maisons étaient laissées à l'abandon. Aujourd'hui, ce sont de véritables hordes de touristes que la navette déverse toute la journée. La plupart restent à peine 1 heure, ce qui frustre une partie de la population qui vit essentiellement des revenus du tourisme.
Le lac Redba a été rendu célèbre par le rallye Paris-Dakar, dont il constitue l'ultime étape. À quelques centaines de mètres de l'océan, le lac, 5 km de long sur 800 mètres de large, est bordé de dunes et de phylaos. Sa profondeur au centre est de 1,50 m au-dessus d'une croûte de sel de même épaisseur. Nuit et jour, des hommes et des femmes, le corps enduit de beurre de karité, en extrait le sel. Les hommes, enfoncés jusqu'à la taille, l'arrachent du sol à la pelle et l'entassent dans des pirogues, tandis que les femmes le portent jusqu'à la berge. Tout le monde peut venir travailler ici sans taxe et chaque tas porte une marque distinctive qui identifie son propriétaire. Le sel servira à saler le poisson et sera vendu dans les pays frontaliers. Dès que le soleil est un peu haut dans le ciel, les eaux du lac prennent une couleur rose comme sur les cartes postales. Ce changement est provoqué par la présence d'une algue microscopique qui oxyde le fer contenu dans l'eau hypersalée du lac. Celle-ci contient 320 grammes de sel par litre, soit le même taux que dans la mer Morte. Les bords du lac regorgent de campements, d'hôtels et de restaurants où les Dakarois aisés viennent souvent passer le week-end. Au bord des piscines et des plages privées, toutes sortes d'activités leur sont proposées. Quad, balade en 4x4 ou à dos de chameau.
Les mamelles constituent les seuls accidents de terrain de la côte ouest. L'une des collines, la mamelle occidentale, qui a 105 mètres d'altitude, porte l'un des deux plus puissants phares d'Afrique, l'autre étant celui du cap de Bonne-Espérance. La légende rapporte qu'à l'origine des deux mamelles se trouve une certaine Carrie affligée d'une bosse. Un matin qu'elle essayait de cacher son infirmité en faisant passer sa bosse pour un bébé, la malheureuse Carrie vit apparaître une deuxième protubérance tout aussi hideuse. Désespérée, elle se mit à courir droit devant elle. Elle courut des nuits, elle courut des jours, elle courut si loin et elle courut si vite qu'elle arriva à la mer et s'y jeta, mais elle ne disparut pas tout à fait. Construit en 1864 et haut de 20 mètres, le phare a une portée de 53 km. Son allumage est toujours manuel. Du sommet, on a une magnifique vue d'ensemble de la presqu'île, la pointe des Almadies, Ngor, Wakam, Dakar et les îles de la Madeleine. Abdou Jambar ñaari balay kala ci kaw lay jóge daanu ci sër mu ni la dégam juli nga mu ni la dégam wóor nga bay demba manuma jago yaay boy jappal manuma jago tolu bay demba manuma jago bay jappal manuma jago man dama fari won far forale fabdo cey manuma japp dom ju amul ba yaay jappal sar tangak man manuma japp se bu amul ba man jappal si akay jeri fe
jago yaay boy jàppal manoo ma jago toolu bay demba manoo ma jago bay jàppal manoo ma jago man dama fari woon farfaral docteur ci manoo ma jàppal docteur amul baax. Le tour du plateau par la route des Corniches est une jolie balade qui permet de voir que Dakar est bâti sur un site superbe. Côte escarpée, petites criques et maisons opulentes pour ambassadeurs, diplomates et autres VIP. Le somptueux complexe hôtelier Le Méridien Président a été offert par le roi Fahd lors d'un sommet islamique. Almadi, du portugais Almadia, pirogue, rappelle l'arrivée des premiers navigateurs portugais et des piroguiers lébous qui allaient à leur rencontre. La pointe des Almadies est l'extrémité occidentale du continent africain. La pointe des Almadies est prolongée par des récifs à fleurs d'eau appelés chaussée des Almadies et signalée à la navigation par un phare de 14 mètres de haut. Malgré ce signal lumineux, des bateaux viennent régulièrement se briser sur ces écueils. La plage de Ngor est l'une des plus belles et des plus sûres. Pour se rendre sur l'île, à 800 mètres du rivage, prenez une des pirogues à moteur qui font un va-et-vient permanent. Dans cette île sans électricité, d'étroites ruelles serpentent entre de belles villas et relient les deux plages. Un refuge loin des voitures et du stress. Ngor est aussi un bon spot de surf, mais il faut être guidé par un pro. Les récifs sont très dangereux. On ne peut surfer que certaines vagues très localisées.